Bonjour, je vous parle depuis la Cinémathèque française pour vous parler de l'exposition Orson Welles dont je viens de sortir avec les yeux pleins de merveilles, d'étoiles et de délices. Et donc je vais vous en décrire sans trop m'attarder évidemment afin de ne pas tout vous divulgacher le parcours et les différents thèmes de cette exposition riche et variée. Alors, c'est une exposition qui est une exposition exceptionnelle, comme c'est le faire la Cinémathèque, qui est coordonnée notamment par Monsieur Frédéric Bonneau et avec comme conseiller scientifique notamment, désolé si j'oublie des personnes qui ont été des conseillers également ou les co-responsables de cette édition et exposition, Monsieur François Thomas, un des experts émérites, qui d'ailleurs a fait hier une brillante intervention, une brillante conférence sur Orson Welles, montage, zéro de montage, à 19h en ce même endroit. Alors, l'expo de Welles se base sur plusieurs types de documents, des documents iconographiques d'époque, affiches, photographies, dessins d'Orson Welles, caméras, nous avons la Mitchell, nous avons la Caméflex également, table de montage avec le bandeau Orson Welles, une table de collage 35 mm sur laquelle il a par exemple monté certaines de ses bandes annonces, par exemple pour A for Fake, certains de ses films des années 60-70, notamment donc pour A for Fake, Vérités et mensonges, ou Finding Othello par exemple. Et donc cette exposition commence d'abord par un parcours qui est chronologique, c'est-à-dire de la naissance d'Orson Welles, qui le confiait-il à Jeanne Moreau, sa grande amie, avec laquelle il a tourné 3 films, plus un film inachevé de mémoire, Le Procès, Falstaff, Une histoire immortelle et The Deep, qui est un film inachevé, à qui il confiait « Je suis un Wonder Boy, mais de 3e catégorie ». Il le confiait d'ailleurs dans une interview pour une chaîne anglaise dans le cadre du programme Arena en 1982, 3 ans avant sa mort. Quand je peignais quelque chose, on disait « Ah, c'est merveilleux, c'est un peintre en devenir ». Quand je jouais du violon, « Ah, mon Dieu, quel soliste magnifique !» Et il disait ceci en riant à son intervieweur Leslie Megahay du programme Arena pour Channel 4 ou la BBC de mémoire. Alors, je reprends le parcours. Et donc, nous avons les premiers pas de Welles, qui est d'abord un artiste qui se cherche à partir de 15-16 ans. D'abord du côté de l'Irlande, avec, par exemple, ses premières incursions au théâtre. Et puis ensuite, c'est l'arrivée aux USA, dans le cadre du programme artistique culturel du New Deal de l'époque, voulu par le président Roosevelt, et avec la fondation du Mercury Theatre, avec par exemple Macbeth, Jules César, en chemise noire, avec des mises en scène étonnantes, éclatantes et détonnantes. Alors le Docteur Faustus aussi de Marlowe, et d'autres pièces contemporaines ou shakespeariennes. Et je reviens sur le Jules César qui se passe sous l'Italie de Mussolini par exemple. Et donc ensuite nous avons le parcours également concomitamment de Welles, avec la même troupe dans laquelle il y a Agnes Moorehead, dans laquelle il y a Ray Collins, dans laquelle il y a Joseph Cotten, des grands noms du cinéma et de cette époque et plus d'ailleurs pour certains d'entre eux, qui vont faire plusieurs films avec Welles, Kane, les Amberson, pour ne penser qu'à cela. Et il fait des programmes notamment de radio, notamment un Dracula, notamment L'île au trésor, et aussi son programme pour fin octobre 1938, qui va faire parler de lui, qui va, paraît-il, les médias l'ont dit à l'époque, secouer de frayeur l'Amérique. Il s'agit
de la guerre des mondes d'un autre Wells, Herbert George Wells. Et les studios vont s'intéresser à ce Wonder Boy et vont lui proposer, notamment la RKO, qui était une grande firme de l'époque, un contrat pour produire, réaliser, concevoir des films. Alors il va s'intéresser tout d'abord à un roman de Conrad, Voyage au pays des ténèbres, Earth into Darkness, en caméra subjective. Mais il va abandonner ce projet pour un autre projet, celui de relater la vie d'un grand magnat de la presse, William Randolph Hearst, lapsus révélateur, Charles Forster-Kane, naturellement, mais tout le monde sait que à l'époque, William Randolph Hearst est visé. Et donc, voici l'aventure en 1940-41 de Citizen Kane. Alors, il a 25 ans, il a le droit de monter le film comme il l'entend. Il a eu l'équipe qu'il veut, avec un directeur de photo qui est Greg Toland, avec sa propre troupe d'acteurs du Mercury Theatre, avec une caméra qui est la Mitchell 35 mm, et qu'on voit d'ailleurs dans l'expo, et c'est quelque chose de formidable. Malheureusement, le film rencontre un succès moyen. Wells, par contrat, peut faire encore d'autres films, et ensuite viendront la mésaventure de la splendeur des Amberson, son très beau film qui a été amputé de sa version initiale et de 40 minutes en plus. Maintenant, on a une version d'1h30 alors que la version initiale est très proche du roman, durait un peu plus de 2h10. Et comment dirais-je, ensuite, Wells connaît un véritable déclin. Ma carte de l'exposition s'envole. Nous sommes ensuite dans un autre parcours, c'est le départ de Wells vers l'Europe, tout en essayant, après-guerre, en 1946, de sortir un nouveau film pour lequel il est uniquement réalisateur. Ça s'appelle Le Criminel, avec Edward G. Robinson. C'est un film, peut-être le premier, dans lequel on voit des images de camps de concentration, de camps de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale. C'est un film dans lequel Edward G. Robinson cherche à retrouver un criminel de guerre qui vit désormais dans une petite ville américaine bien tranquille. Et évidemment, c'est un film qui connaît un petit succès d'estime, mais pas assez pour que Wells puisse de nouveau faire quelque chose. Et avant de partir en Europe, il y a aussi La Dame de Shanghai, avec tous les soucis qu'il a connus avec Harry Cohn, le producteur de la Columbia, avec malgré les scènes magnifiques du Palais des Glaces, avec Rita Hayworth, à qui il a coupé les cheveux, alors que dans Gilda, sa chevelure était resplendissante. Et très très beau rôle d'ailleurs dans ce film noir pour Rita Hayworth, qui était la femme d'Orson Welles à l'époque. Et malheureusement, le film connaît également un remontage de la part des producteurs, de la part d'Harry Cohn, et il décide de partir pour l'Europe. Et en Europe, il va tourner, par exemple, des films, et là nous entrons dans le deuxième parcours de l'exposition, des films consacrés à Shakespeare. Il va parachever en Europe le montage de son Macbeth tourné dans les studios République. Il va le faire en Italie avec un collègue monteur attitré. Là aussi, il y aura des questions de montage par rapport au prologue musical et la musique de Jacques Ibert. Pourtant, le film est une splendeur, naturellement. Ensuite, le film connaîtra une distribution, j'allais dire aléatoire aux USA, mais un grand succès en Europe. Il sera diffusé en 1950 en Europe.
Il fera la connaissance de Cocteau qui parlera de ce film comme un chef-d'œuvre. Jean Cocteau qui deviendra un ami de Wells. Et d'ailleurs, on voit des photos, des dessins de Cocteau avec Wells comme sujet. Et bien sûr, c'est l'aventure d'Othello pendant 4 ans. Avec un tournage là aussi digne d'un film à la fois comique et en même temps dramatique, un tournage en partie à Venise, une société de production qui lui fait défaut à partir du début du tournage du film, et quelques décors, quelques toiles peintes d'Alexandre Trauner avec qui il avait conçu un Othello magnifique, et il le dit d'ailleurs, autant le faire dans quelques années, si ça peut se faire, le Othello de Trauner serait un Othello magnifique. Et puis donc, il y a un tournage qui se passe en partie en Italie, en partie à Mogador, du côté du Maroc, et en 1952, il aura la Palme d'Or avec un film italien qui s'appelle Dessous d'espoir, d'ailleurs, et sous la bannière marocaine d'ailleurs, pour Othello. Et donc Wells, c'est ce parcours-là qui est aussi riche et intéressant, c'est le parcours européen. Parce qu'il va monter des pièces de théâtre à Paris, en Europe, notamment le Roi Lear. Il va aussi réaliser Monsieur Arcadine, là aussi avec un ami producteur qui est Louis d'Olivet, avec lequel il va se fâcher, et puis il y aura aussi plusieurs versions, au moins 7 versions. Des versions, même une version remontée, réduite pour la télévision quelques années plus tard, une version de la Warner, Confidential Report, Dossier secret, et puis 3 versions, notamment américaines, anglo-saxonnes ou espagnoles, voire sud-américaines de mémoire, où les rôles de Katina Paxinou et de Suzanne Flon étaient changés et, j'allais dire, remplacés par des actrices espagnoles. Bon, encore une fois, tout est une histoire d'aventure de tournage, de production, de montage et remontage, comme disait Monsieur François Thomas hier lors de sa brillante conférence. Alors, ensuite, il y a des émissions de télé qu'on a redécouvertes. Around the World with Orson Welles, notamment quelque chose autour de l'affaire Dominici, bien sûr, et puis Orson Welles Sketchbook aussi, en 6 épisodes, et puis voilà, et puis on a aussi ce parcours européen, le retour à Hollywood, avec Touch of Evil, La soif du mal, dont j'ai parlé dans une précédente émission sur le même canal, et ensuite, là aussi, la version preview, la version remontée par la Universal, et en 40 ans plus tard, la version de Walter Murch avec l'absence de générique, mais la musique de Mancini en arrière-plan, dans le fameux plan séquence avec Charlton Heston et Janet Leigh du côté de Venise. Ça a été tourné à Venise, du côté la frontière mexicaine en fait dans le film, hein, voilà. Et Wells qui incarne encore une fois un personnage shakespearien. Il y a ce côté-là aussi dans l'expo, c'est Wells et ses relations avec Shakespeare depuis sa plus tendre enfance, puisqu'il a écrit lorsqu'il était dans une école pour enfants surdoués en quelque sorte. Il a écrit des livres d'annotation de pièces de Shakespeare. Et qui sont visibles d'ailleurs, dont certains éléments, certains extraits sont visibles ici. Je le rappelle, l'exposition est une exposition riche au niveau des documents, au niveau du matériel qui est fourni. Alors, ensuite vient de nouveau une nouvelle étape européenne, ce qui permet de nous poser la question, Wells est-il un cinéaste américain ou un cinéaste globe-trotteur, voire européen? La question se pose de savoir quel est le statut ou la nationalité, l'étiquette, entre guillemets, de nationalité d'Orson Welles. Il y a le procès, naturellement, tourné dans la gare d'Orsay après les scènes à Zagreb, en Croatie, où il rencontrera une jeune femme brillante qui deviendra sa compagne, alors qu'il est encore marié à une aristocrate italienne, Paola Mori,
Pour la jeune femme, il s'agit d'Oja Kodar, qui sera la détentrice des droits des films de Wells, des derniers films de Wells. C'est une exposition aussi qui montre les techniques de tournage de Wells, la profondeur de champ, le montage qui pour lui est essentiel, le son, la contre-plongée, les plans séquences quand c'était possible, et aussi le choix d'une troupe. Wells a été toujours un réalisateur, me semble-t-il, aussi de troupe. Alors je parlais du Mercury Theatre, et ensuite, outre ces acteurs, il s'était reconstitué parfois des amitiés. Alors on peut penser à certains acteurs comme alors je parlais de Jacques Moreau, mais des acteurs comme Misha Hauer ou comme Hakim Tamirov, dont Georges Perec parle dans plusieurs de ses livres. Et Georges Perec en parle comme Hakim Tamirov, le souffre-douleur d'Orson Welles. Et donc, il y a aussi ce côté-là, ce côté... alors, je n'ose dire le mot, mais les techniques, les tournages d'Orson Welles, les montages, les différentes versions, et c'est vraiment un parcours vraiment intéressant, instructif pour tout le monde. Et il s'avère dommage que tous les fragments que Welles a tournés durant les 15-20 dernières années de sa vie pour la télévision, on peut regretter son Marchand de Venise inachevé. On peut regretter ses voyages en Europe, ses films sur Londres, Dublin ou Vienne. Ou à Vienne, il va chez la pâtisserie Zahren. Voilà, les Zahren torte, et il filme ça amoureusement. Voilà. Et après, il dit il y a des choses agréables à déguster. Et il filme les gâteaux, et agréable au regard, et il y a des jeunes femmes qui passent devant la caméra, et le montage est exceptionnel de cette scène. Alors voilà, je pense à cela, parce que c'était quelqu'un aussi qui avait de l'humour. Parce que je pense à cette anecdote, il était à une première du procès avec Perkins, et il y avait lui et Perkins qui se marraient pendant la projection. Les gens les regardaient en disant bah oui, mais procès de Kafka. Ils les regardaient, l'air un peu choqué, austère, et eux qui regardaient ça comme un film comique, et ils disaient il faut voir beaucoup d'humour chez Kafka. Le passionné Wells que je suis, parce qu'il a été, c'est de sa faute hein, si je suis passionné de cinéma, c'est grâce à lui, à 15 ans, quand vous voyez sur grand écran, à la télévision, en prime team, comme disait Jean-Christophe Averti, en prime team, ou en VHS, Citizen Kane, La soif du mal, Le procès, ou d'autres films, vous ne pouvez, à 15 ans, que tomber amoureux du cinéma d'Orson Welles. Voilà, on ne peut que tomber amoureux, et cette exposition est faite pour tout le monde, pour les initiés comme pour, désolé pour le mot, les amateurs, les néophytes, les gens qui veulent s'initier au cinéma de Welles. Vraiment, voilà, je vous engage à venir dans ce lieu du cinéma et de la cinéphilie, la Cinémathèque française. L'exposition est là jusqu'au début janvier, jusqu'au 11 janvier 2026 de mémoire, hein, donc My Name is Orson Welles. Alors évidemment, pour développer ce parcours, vous avez dans cette librairie de la Cinémathèque des goodies pour toutes les bourses et pour toutes les fortunes, des cahiers, des blocs-notes à l'effigie de The Lady from Shanghai, La Dame de Shanghai. Vous avez également parfois des livres très rares. Moi, j'en ai trouvé un que je n'avais pas, c'est dire, sur des dessins d'Orson Welles qui viennent de la Wells Estate. Vous avez aussi le catalogue de l'exposition qui est une mine d'informations qui est coordonnée notamment par François Bonneau. Vous avez des articles de Costa Gavras, de François Bonneau, d'Estève Riambeau,
et d'autres auteurs encore. Je pense évidemment à Monsieur François Thomas autour de l'œuvre de Wells. Et puis il y a des rééditions, les rééditions des livres, du livre d'entretien de Peter Bogdanovich et d'Orson Welles, pardon, avec maintenant une édition agrémentée d'illustrations en grand format qui est formidable et qui vient d'être remise à la vente. Vous avez également du regretté Monsieur Berthomé, qui a beaucoup œuvré dans Positif et dans plusieurs livres sur Wells. En compagnie de François Thomas, vous avez une édition de différents entretiens de gens qui ont participé à l'élaboration de films en compagnie d'Orson Welles et de films d'Orson Welles. C'est un livre qui s'appelle Leur Orson Welles. J'en reparlerai peut-être. Et vous avez par exemple la productrice Dominique Antoine. Vous avez également Willy Courant qui a participé et Edmond Richard. Voilà, des grands noms de la photographie. Willy Courant, qui, à 32 ans, a participé à l'élaboration, notamment de ces couleurs que nous avons dans la magnifique Histoire immortelle qui est tournée en 2 versions, une française pour la télé, une anglo-saxonne pour un circuit de distribution dans les salles, aux environs de 68. Normalement, c'était programmé pour le printemps 68 à la télévision. Je n'ose dire au mois de mai. Et donc Dominique Antoine pour F for Fake notamment, et pour The Other Side of the Wind, et Edmond Richard par exemple pour Le Procès, et pour Falstaff, voilà. En sachant qu'Edmond Richard aussi, quel parcours, ce monsieur a été un directeur photo de longue haleine sur des tournages de monsieur Jean-Pierre Mocky. Et notamment, on peut le voir dans le fameux documentaire « Le Cabéflex ! Il est où le comte Perchman moteur ?» Voilà. Et Edmond Richard qui dit « J'ai fait une dizaine de films avec toi, j'en ai marre, je veux partir. » Voilà. Donc, tout ceci pour vous dire que c'est peut-être une des plus brillantes années Wells. On redécouvre enfin ce cinéaste qui disait, d'ailleurs, « Ils m'aimeront quand je serai mort. » Voilà, coquetterie peut-être, mais la phrase « Ils m'aimeront quand je serai mort ». Et donc 40 ans après Wells, on redécouvre encore beaucoup de choses, c'est sûr. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle émission.